cette grande édition d'information. Monsieur Dam, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise. Évaluer le bilan de 3 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance, c'est l'objet de cette rencontre entre les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers du Niger. Les détails dès le début de ce journal. Cérémonie d'intronisation de plusieurs notables de la cour du sultanat de Gobir et parmi les intronisés figure l'actuel ministre en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique Abdoumani. Les précisions dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur Dunia TV. Comme je le disais, rencontre d'échange ce matin entre les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers du Niger. Il s'agissait à travers cette rencontre de dresser le bilan de 3 ans de mise en exécution du programme de renaissance du président de la République. Le point tout de suite, c'est avec Mariama Soumana. Il s'agit pour le Premier ministre Brigitte Rafini, à travers cette rencontre d'échange avec les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers, de brosser le bilan de 3 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance, traduit en déclaration de politique générale, des réalisations effectuées conformément aux 8 axes prioritaires du programme de Renaissance, à savoir bâtir des institutions démocratiques fortes, crédibles et durables, assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire, relancer l'économie à travers des investissements publics, assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, assurer l'accès à l'eau potable pour tous, développer les infrastructures et l'énergie, promouvoir le développement, créer des emplois au profit des jeunes. Avec l'installation de l'ensemble des institutions prévues par notre Constitution, et qui fonctionne bien, normalement, en tout cas depuis ces 3 ans. Nous pensons que désormais les conditions sont réunies pour avoir un dispositif institutionnel qui transcende les conjonctures politiques. L'axe 2 que j'avais annoncé tout à l'heure, c'est celui d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. De ce point de vue, je pense que nous n'avons pas à être modestes dans notre langage. Jamais un gouvernement n'a fait autant sur ce plan. Et les résultats, Dieu merci, sont probants. Les résultats sont positifs. Il ressort qu'au vu des réalisations, des efforts conséquents ont été fournis par les autorités de la 7e République, même si beaucoup reste à faire. Beaucoup d'actions ont été entreprises, des forums ont été organisés et les problèmes de l'école sont connus. Ils sont connus et nous, à travers ce programme, les solutions sont programmées, j'allais dire. Au niveau de la santé, autre secteur social vital, là aussi des efforts ont été déployés, d'importants efforts en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, en termes aussi de ressources humaines, ce qui a permis, à l'instar du secteur éducatif, en tout cas, d'améliorer les principaux indicateurs dont je faisais allusion tantôt. Toujours dans ce secteur, nous avons la question de l'urbanisme, de la construction, du logement, du cadre de vie. Des progrès sont faits, mais nous les jugeons, le président lui-même, dans son discours, dans son message à la nation, l'a souligné, ces progrès sont insuffisants. Le représentant résident du système des Nations Unies a vivement salué les importantes réalisations effectuées dans les différents secteurs.
Il a également réitéré l'engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner les autorités nigériennes dans la poursuite de leurs efforts pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais nous notons l'inquiétude et la requête du Premier ministre concernant la nécessité d'améliorer les données pour pouvoir avoir une agrégation plus claire des actions dans ce pays. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de me féliciter de cette nouvelle initiative et cette nouvelle édition du bilan de la mise en œuvre du programme de renaissance. Celui-ci se tient au moment où se déroule la commémoration des 20 ans du génocide du Rwanda. Cela m'inspire une seule pensée. Continuons ensemble de rendre la terre plus humaine. Monsieur le Premier ministre, votre initiative met en évidence la volonté résolue d'améliorer le bien-être économique et social des populations. En dépit des résultats concrets, le gouvernement nigérien entend focaliser ses efforts sur le développement des secteurs porteurs et l'accélération de la mise en œuvre des grands programmes de renaissance au grand bonheur de tous les Nigériens. Comme je l'annonçais également en titre, le sultanat du Gobir a fait l'objet d'une cérémonie d'intronisation de plusieurs notables à la cour. C'était le dimanche 6 avril dernier. Une cérémonie riche en couleurs au cours de laquelle plusieurs notables, dont notamment l'actuel ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani, ont été intronisés. Le dimanche 6 avril 2014, la ville de Tibiri, ville historique et légendaire du Gobir, a abrité une grande cérémonie d'intronisation de 8 notables du Gobir comme membres de la cour royale du sultanat du Gobir. Une grande cérémonie exécutée dans le respect des traditions et coutumes des peuples du Gobir qui fait non seulement honneur aux nominés mais aussi à l'ensemble des ressortissants du Gobir. Parmi les nominés figurent le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani, intronisé Serkinyaki du Gobir, et l'ancien ministre Salif Lobo Boucher, intronisé Bounou du Gobir, pour ne citer que cela. Une cérémonie d'intronisation qui se déroule à l'occasion du 16e anniversaire du règne de Abdou Bala Marafa à la tête du sultanat du Gobir. ina fatan kuma ubangiji Allah sa gamla lahiya muna fatan ubangiji Allah wannan shugabannu namu wanda ubangiji Allah ya zaba mana mu musu ladabi da biyayya mu kama musu. En marge de cette intronisation, une lecture du Saint-Coran et un déplacement de recueillement sur la tombe de la reine du Gobir Tawa dans le département de Dakoro ont été effectués pour implorer le pardon et la grâce divine en faveur des ancêtres du Gobir et implorer également la protection de Dieu sur le sultanat du Gobir et le Niger tout entier. En outre, un témoignage de satisfaction a été décerné au commissaire de la commune de Tibiri pour ses bons et loyaux services au profit de la dite commune. Suite de ce journal, 3 années après son accession à la tête de l'exécutif nigérien, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a fait plusieurs réalisations dans tous les secteurs de la vie socio-économique du Niger. Retrouvons tout de suite Damana Abdoulaye qui nous fait le point des réalisations de ces 3 dernières années, notamment sur le plan des infrastructures. Les chantiers surgissent partout. Les efforts engagés seront donc poursuivis. Et le gouvernement ne ménagera aucun effort pour maintenir et accroître le rythme d'exécution du programme de renaissance dont les promesses faites sur le mandat seront, Inch'Allah, tenues. Ces propos du président Issoufou Mahamadou, aujourd'hui matérialisés pour certains et en cours d'exécution, pour d'autres résument bien en eux l'engagement de l'homme à faire du Niger ce qui paraissait depuis la nuit des temps
comme une utopie pour les Nigériens. 3 ans après que Issoufou ait pris le pouvoir, l'on constate un changement du visage de la ville de Niamey. Aux abonnés des réalisations faites par le président Issoufou conformément au programme de la Renaissance approuvé par le peuple nigérien à la dernière élection présidentielle, figurait le programme Niamey-Niala comme une des priorités. Il s'agit d'une approche réaliste basée sur un choix politique affirmé et exécuté sur la base d'une vision à long terme pour un développement harmonieux de notre capitale, communément appelée Niamey-Niala. L'un des joyaux sortis des chantiers battus de ce programme reste et demeure l'échangeur Mali-Béro. L'ouvrage est composé d'un viaduc de 206 mètres linéaires avec 2 fois 2 voies de 3,5 mètres chacune, un carrefour giratoire au niveau inférieur et au croisement des 2 axes routiers, des voies d'accès situées à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage, une passerelle piéton, des déviations bitumées d'une longueur totale de 2400 mètres. Pour rendre l'ouvrage beaucoup plus accessible, d'autres voies ont été aménagées tout autour. Cet ouvrage a apporté un ouf de soulagement aux usagers et permettra ainsi de fluidifier la circulation et d'assurer une plus grande sécurité routière pour les usagers. N'est-ce pas de quoi s'enorgueillir? Des échangeurs, il y en aura encore puisque le président de la République a procédé le 20 février dernier au lancement de celui dit du rond-point des Martyrs, en lieu et place de ce rond-point dont l'invocation du nom renvoie aux embouteillages à des heures de pointe, sera érigé un échangeur moderne qui déconjectionnera sans nul doute la circulation. Ce projet gigantesque contribuera aussi à l'embellissement de Niamey, la coquette. Au rang toujours des réalisations faites par le président Issoufou, il faut comptabiliser les nombreuses voies bitumées, dont celle de Niamey, Niala, le tronçon Namaro, rond-point Liptako, groupement de Niamey, via Farié, ou encore celles en cours d'exécution comme la route Tondibi-Agoudel, la route reliant le quartier Koubia Nord au quartier route Filandier, pour ne citer que cela. Il faut retenir tout simplement qu'en matière d'infrastructures routières et ferroviaires, les réalisations se résument à 284,6 km de routes bitumées achevées, 573,267 km de routes en cours d'exécution, 170 km de route en terre finalisée, 454,5 km de route bitumée en cours de réhabilitation, 434 km de route rurale terminée et 22 km en cours d'exécution. L'entretien de 4215 km de route bitumée et 6544 km de route en terre finie. En ce qui concerne les infrastructures ferroviaires, le chemin de fer est désormais une réalité au Niger, et c'est grâce à la détermination et à l'engagement du président Issoufou à matérialiser ce vieux rêve des Nigériens d'il y a plus d'un demi-siècle. Le train de la Renaissance est mis sur les rails il y a de cela 3 ans et il considéra avec le premier sifflement de la locomotive de l'intégration sous-régionale à la gare de Niamey un matin du 7 avril 2014. Voilà, c'était là un dossier signé d'Amana Abdoulaye. Le domaine de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant ont également connu des avancées significatives depuis l'accession au pouvoir du président Issoufou Mahamadou. Le point de ces avancées, c'est avec Alimatou Abdou. Au Niger, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Au-delà de la justification numérique, elles participent pour beaucoup dans le développement socio-économique. Les domaines d'activité dans lesquels la femme nigérienne intervient couvrent presque la totalité des secteurs de l'économie nationale. Et cela grâce aux efforts consentis par les autorités de la 7e République. L'apport de la femme à l'effort de construction nationale et au développement socio-économique est une évidence au Niger depuis l'avènement de la 7e République. Le nombre de femmes chefs d'entreprise au Niger a considérablement évolué durant ces 3 années. Le niveau de vie de la femme nigérienne en général et celui de la femme rurale en particulier a considérablement évolué durant ces 3 années. L'accès à l'éducation, l'alphabétisation et la formation professionnelle et technique sont devenus une réalité, ce qui est à saluer. Dans les fonctions électives au sein du gouvernement et de l'administration publique, on compte aujourd'hui beaucoup de femmes. 6 femmes ministres, des femmes députées, la nomination de la première femme gouverneure et directrice de cabinet de la primature, femme directrice de cabinet adjointe du président de la République et femme présidente de la Cour constitutionnelle.
place qui, dans les temps, était réservée uniquement aux hommes. Le rôle central que joue la femme fait d'elle à la fois le cœur et le poumon de la société. C'est conscient de cet état de fait que le président Issoufou entend rehausser la représentation de la femme à travers une loi. Après 3 années passées à la tête du pays, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a, à travers son programme de renaissance, beaucoup investi dans le secteur de l'éducation au niveau de la région de Zender. Le constat est de notre correspondant permanent dans le Damagaram, Moussa Adamou Garba. Depuis 2011, la région de Zender a bénéficié de plusieurs infrastructures scolaires, niveau primaire et niveau secondaire. À ce jour, 1042 salles de classe ont été construites pour le compte du primaire, 229 autres pour le secondaire. En 30 ans, la région de Zender n'a pas bénéficié d'autant d'infrastructures scolaires. En termes de construction des classes, nous avons eu en 2011 une dizaine de classes construites, en 2012 117 classes et en 2013 102 classes. Soit un total de 229 classes qui ont été construites. Donc ça, c'est pour le compte des collèges, des lycées et des complexes d'enseignement secondaire. Et pendant les années 2011-2012 et 2012-2013, donc une partie de ces classes ont été gérées par la Direction régionale de l'enseignement et de l'éducation nationale, l'ex-DREN, parce qu'ils avaient à un moment eu la tutelle de ces collèges-là. Donc, ces différentes infrastructures ont permis de mettre les élèves et les enseignants dans de bonnes conditions de travail, ce qui a permis au niveau des lycées et du CS, et pendant ces 3 ans, surtout au niveau 2011, 2012 et 2013, on a vraiment évolué sans qu'il y ait des périodes au niveau des lycées et des CS. Pour bien accompagner ces nouvelles réalisations, le personnel enseignant a bénéficié de plusieurs formations pédagogiques. L'État a eu à former 106 professeurs avec l'appui de l'inspection pédagogique régionale qui est basée à Maradi. Donc, des professeurs de sciences, il y a eu 36 qui ont été formés, les professeurs de lettres 48 et les professeurs de DPS et d'économie familiale 22. On a eu aussi l'appui des partenaires dans le cadre de la formation pédagogique des enseignants. Le PRODEFA phase 2, donc c'est le projet de développement de l'enseignement franco-arabe, a eu à former 48 enseignants contractuels, 3 civicards et 11 professeurs d'économie familiale pour renforcer leurs capacités en matière de pédagogie pour enseigner. On a aussi à travers la coopération bilatérale avec Val-de-Marne et un département français, donc il a eu à former aussi des professeurs d'anglais, de français et de maths. En 2011, il a eu à former 91 professeurs. Et en 2011-2012, il a eu à former 140 professeurs. Et en 2012-2013, il a eu à former 174 professeurs. Le bilan de la situation scolaire au titre de la région de Zender est plus que satisfaisant. Les statistiques le démontrent nettement. Jamais Zender n'a connu une telle croissance dans le domaine scolaire. Toutes ces réalisations ont été effectuées dans le cadre du programme de renaissance du président de la République, son Excellence Issou Mahamadou. À Tawa également, plusieurs réalisations ont été faites dans le cadre du programme de renaissance du chef de l'État. Des réalisations qui visent essentiellement l'amélioration des conditions de vie des populations, nous dira notre correspondant permanent là-bas, Asman Amadou. À l'instar des autres régions du Niger, la région de Tawa a bénéficié de plusieurs réalisations dans les domaines différents. La réalisation de ces ouvrages, une initiative du gouvernement de la 7e République qui vise à améliorer les conditions de vie de la population nigérienne en général et celle de la région de Tawa en particulier. Concernant le volet hydraulique et assainissement, le directeur régional de l'hydraulique a énuméré les réalisations qui ont été faites dans les différentes localités. La réalisation dans le domaine, par exemple, des puits cimentés, on a bénéficié donc de 106 puits cimentés pour un coût donc de 1,325 milliard de francs CFA.
Au niveau donc toujours de la réhabilitation des puits cimentés, on peut noter donc c'est un montant de 484 millions qui ont été investis dans le cadre donc, de la réhabilitation des puits cimentés. Au niveau donc des pompes à motricité humaine, nous avons donc bénéficié d'une enveloppe de 170 millions donc, qui nous a permis donc de réaliser 10 forages équipés de PMH. Et toujours au niveau donc, de ces PMH, il y a un montant de 93 millions de francs CFA qui ont été investis donc, dans le cadre de la réhabilitation des 31 pompes à motricité humaine. Lancé depuis le 14 décembre 2013, la ville de Tawa est en chantier avec les travaux de réalisation d'un 3e château d'eau et 4 forages profonds financés par la Banque mondiale confiés à une entreprise chinoise. Haruna Mato se prononce sur le coût de réalisation de ces ouvrages qui vont mettre fin au problème d'eau dans la ville de Tawa. Dans le quartier Koufan Tawa est plus concerné par ce problème pendant cette période de chaleur. Les réalisations ont été faites au cours de ces 3 ans qui se chiffrent donc à 305 410 819 francs CFA qui nous ont permis donc de réaliser un château de 500 mètres cubes en inox donc au niveau de Malbaza pour un coût donc de 176 114 000 francs CFA. Et la réalisation d'un château de 300 mètres cubes en béton armé à Tintabradin pour un coût de 129 287 809 francs CFA qui ont été donc financés par la Banque mondiale. Et donc c'est au total donc un coût de 305 410 819 francs CFA qui ont été donc injectés dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain pour les travaux qui sont actuellement terminés. Approvisionner la population nigérienne en eau potable et en quantité suffisante est l'une des préoccupations du gouvernement de la 7e République. Ces travaux de la construction d'un 3e château d'eau sur une canalisation de plus de 30 km dans la ville de Tawa. Une fois terminé, cet ouvrage va résoudre le problème d'eau dans la ville de Tawa. À Maradi, plusieurs grands chantiers sont engagés par les autorités de la 7e République en 3 ans de gestion du pouvoir. Des grandes réalisations parmi lesquelles figure notamment la construction du marché central de Maradi, actuellement en phase de finition. N'est-ce pas, Alzouma Seni Soumaïla? Pendant ces 3 ans d'exercice du pouvoir d'État, le président de la République, Issou Mamadou, a mené plusieurs activités dans les différents secteurs de développement sur l'ensemble du territoire national en général et particulièrement dans la région de Maradi. Pour ces œuvres de développement sur le plan sanitaire, éducatif et infrastructural, la capitale économique figure en bonne place avec notamment la construction du marché central de Maradi. Les actions exercées ou je peux dire réalisées par le président de la République dans la région de Maradi, vraiment elles sont immenses. La première qu'on peut signaler, c'est surtout le lancement et le début des travaux même de la route qui tenait beaucoup à cœur au Maradawa. C'était la route Maradi, Madaronfa, Jibia et Madaronfa, Gourbi. Cette route-là, elle a été lancée et les travaux ont déjà commencé. Ça, c'est un rêve vraiment de beaucoup de personnes de Maradi. Et Dieu merci, ce rêve est en train de se réaliser. La deuxième action importante, c'est la construction du grand marché de Maradi. Vous vous rappelez, c'est un des soucis du président de la République. Et il a fait sien le problème de marché de Maradi. Il est venu lui-même inaugurer. Et Dieu merci, à cette date, les travaux sont avancés de très loin. Et on pense que, Inch'Allah, d'ici quelques mois, le marché sera inauguré. Et quand on rentre dans le domaine des infrastructures, surtout les constructions de classes, les paillotes sont vraiment en train d'être diminuées. Dans l'intervalle de 3 ans, 1047 classes ont été construites en matériaux définitifs. Et actuellement, beaucoup de classes sont en train d'être construites également.
les tablebancs, vraiment, il y a eu beaucoup qui ont été fournis dans ce cas-là. Il y a eu également la réhabilitation de beaucoup d'établissements scolaires. Il y a eu également la réhabilitation des districts sanitaires. Il y a eu la transformation des districts sanitaires, des cases de santé, de certaines cases de santé en districts sanitaires. Et quand on rentre au niveau de l'hôpital de Maradi, actuellement, on peut vraiment se rendre compte qu'il y a beaucoup de pavillons qui ont été faits dans ce sens. Beaucoup de pavillons ont été construits. Donc vraiment, sur le domaine d'infrastructure, vraiment, on peut dire que le programme du président de la République est en train de faire son grand pas dans la région de Maradi. Ce marché qui est en train d'être construit sur plus de 7 hectares et qui est aujourd'hui à un niveau très avancé est certainement le plus grand chantier engagé par le pouvoir actuel dans la ville de Maradi. Un marché qui fait déjà la fierté des habitants de Maradi. Gaskiya muna miƙa mutukar godiyarmu ga shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu. Gaskiya mu Maraɗa ba za mu rena shi ba saboda bakin gwalgwado ya yi mana ayyuka. Baicin kasuwan nan ma akwai hanyoyi wanda ya bayar a yi. Yanzu wannan kasuwa ita ce duk cikin Nijar ba kasuwa mai girman wannan. Ko kasuwar Yamai ba ta yi girman kasuwar Maraɗa ba. To yana ɗaya daga cikin ayyuka nashi wanda ya bunƙasa su cikin jihar Maradi. Muna mai mutukar guda, muna fatan ubangiji Allah ya taimake shi bisa kan wannan niyya da ya dauka ta aiki yi wa al'ummar Nijar aiki. Ubangiji Allah ya taya shi. Vraiment, je félicite le président de la République, je félicite le gouvernement de la 7e République avec les actions qu'ils sont en train d'engager. Et là, je les encourage et je demande au président de la République de continuer dans le même sens parce que tel qu'il a fait son programme, je pense qu'au bout de 5 années là, il va régler des problèmes qui n'ont pas été réglés pendant 10 ans. Pour marquer son attachement au développement de la région de Maradi et surtout montrer son engagement à bâtir une capitale économique digne de ce nom, le président de la République, Issou Mamadou, a prévu un déplacement sur Maradi le 21 avril prochain. Voilà, merci Alzouma Seni Soumaïla pour toutes ces précisions. Autre aspect de ce journal, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la réunion transfrontalière sur le choléra dans les pays du bassin du lac Tchad. 2 jours durant, les experts du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Niger vont réfléchir afin de mettre en place ces mécanismes permettant une meilleure prise en charge de la maladie. Idi Maman Siraj. C'est pour échanger et raffermir les liens de coopération dans le domaine de la santé, et notamment celui de la lutte contre le choléra, que se tient la présente réunion des experts des pays du bassin du lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. À la date de février 2014, plusieurs milliers de cas de choléra ont été enregistrés dans beaucoup de pays du bassin du lac Tchad. D'où l'importance, selon le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, l'importance d'une telle rencontre. Pour bien mesurer l'ampleur du problème, il faut retenir les épidémies de choléra, il faut retenir que les épidémies de choléra constituent encore un défi majeur pour la santé publique dans les pays où les infrastructures d'accès à l'eau potable et d'assainissement restent insuffisantes. Ceci est notamment le cas de la région d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, où entre 2003 et 2012, 1 685 000 cas de choléra ont été enregistrés, avec 36 321 décès. Il faut aussi avoir en mémoire les épidémies historiques enregistrées en République démocratique du Congo, dans le bassin du lac Tchad et le long du golfe de Guinée entre 2009 et 2012. Durant cette période, les pays du bassin du lac Tchad ont notifié 45% des cas sur l'ensemble des malades enregistrés en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est donc face à cette situation non réduisante pour nos pays qu'intervient la rencontre de Niamey, et lutter contre ce fléau est donc devenu impératif pour nos États. La tâche n'est pas aisée, mais j'ai le ferme espoir qu'après les 2 jours de fructueux échanges qui vont permettre de raffermir encore les relations humaines, si nécessaire à l'accomplissement de cette œuvre, sortiront des résultats à la hauteur des objectifs de cette atelier.
Et c'est dans un espoir légitime que nos gouvernements respectifs attendent de cette rencontre des stratégies transfrontalières innovantes pour endiguer le mal. 2 jours durant, les experts des pays du bassin du lac Tchad se pencheront sur les voies et moyens permettant une prise en charge efficace de la maladie dans l'espace qui est le leur. Total Niger a organisé ce matin une importante rencontre avec sa clientèle. C'était dans la salle de réunion du Grand Hôtel de Niamey. Objectif, présenter les nouveaux produits qu'entend incessamment mettre sur le marché Total Niger. Retrouvons Alimatou Abdou. Il s'est agi pour Total Niger, à travers cette rencontre, de présenter à sa clientèle l'utilisation du nouveau produit proposé incessamment sur le marché, à savoir la Tomcart V2, son avantage et sa spécificité. Un outil qui permet de faire des transactions partout au Niger au niveau des stations-service Total. Total Niger a invité ses partenaires, ses clients, ses prospects à un échange principalement en vue de leur présenter des innovations que Total Niger va proposer incessamment sur le marché. C'est principalement une évolution de la Tomcard Nané. Donc c'est la carte qui permet de payer des carburants en station-service. Donc cette Tomcard existe depuis une dizaine d'années et Total Niger est en train de proposer une évolution qui permet donc aux clients, aux consommateurs de gérer eux-mêmes leur consommation, de gérer l'utilisation de la carte à travers des solutions Internet. Donc désormais, nos consommateurs pourront, depuis leur bureau, depuis leur service, interroger les cartes, faire des statistiques et s'assurer de la bonne utilisation des cartes. Occasion pour le directeur général de présenter également un autre outil, le ILUB. ILUB, c'est un outil à base d'Internet. L'idée est de permettre aux clients de passer leur commande de lubrifiant sans se déplacer au siège de Total Niger. Ceci permettra un gain de temps et une efficacité pour la plupart des clients. En plus de ILUB, Total va proposer très bientôt e-carburant qui permettra aux clients de passer aussi leur commande de carburant, donc de gasoil, de super, sans se déplacer de leur bureau. Ces 2 outils permettent au client de lui-même bâtir sa relation avec Total. Ça donne de l'autonomie au client qui pourra décider à quel moment il passe la commande et qui pourra faire la commande sans se déplacer chez Total. Ça lui permet aussi de customiser sa relation avec Total, c'est-à-dire il pourra lui-même définir les paramètres qu'il souhaite mettre dans sa relation avec Total. Après présentation de ces 2 outils qui a fait l'objet de débats, d'échanges et de questions-réponses entre les clients et les responsables de Total Niger, cette rencontre a également permis aux clients de mieux comprendre l'importance de l'utilisation de la Tomcart V2. La caravane de défense des avocats organisée par le barreau du Niger en collaboration avec le projet d'appui à la justice et à l'état de droit séjourne depuis quelques heures à Tawa. Sur l'objectif de cette mission, suivons les explications de son chef Aïchatou Garba. Le barreau du Niger, en collaboration avec le PAGED, a décidé d'organiser la présente caravane en vue de défendre les personnes qui n'ont pas les moyens de s'assurer les services d'un avocat. Vous comprenez que dans cette noble tâche, nous sommes assistés par des confrères qui ont commis d'office. Les cas qui attirent souvent l'attention, ce sont les cas d'infanticide, les cas de viol, notamment les cas de viol sur mineurs. Parce que le crime de viol est déjà particulièrement grave, à plus forte raison quand c'est commis sur la personne d'une mineure. Franchement, je me permets de parler au nom de mes autres confrères des difficultés. Je ne pense pas qu'on ait eu des difficultés. Il n'y a pas eu de difficultés, tout se passe bien. Le mot que je peux lancer aux gens, c'est de profiter autant que faire se peut de notre présence ici. Parce que ce n'est pas seulement la défense dans le cadre de cette caravane. Il y a aussi les consultations gratuites. Pendant qu'on est là, la population peut venir pour soumettre les cas. Et là, on va voir quelle est la procédure adéquate à suivre. Au sortir de ces assises, c'est de faire comprendre
aux uns et aux autres l'importance de cette caravane. Donc à chaque fois qu'une caravane se trouve dans une région, que les gens puissent aller vers ces défenseurs-là et qu'ils puissent soumettre leurs problèmes. Et là, je pense qu'ils trouveront la solution. Et puis, comme annoncé, la partie magazine de ce journal est donc consacrée à l'intégralité de l'intervention du Premier ministre à l'occasion de la rencontre entre les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur l'évaluation de 3 ans de mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République. Très bonne réception. Au revoir. Je voudrais juste remercier pour leur présence massive à nos côtés, tous ces partenaires techniques, ces représentants des pays amis, pour cette occasion qui nous est offerte depuis cette tradition que nous avons instaurée l'année dernière et qui s'était déroulée à Dosso. Cette fois-ci, donc, des changements sont intervenus. Et nous nous retrouvons ici à Niamey dans le cadre donc de cet exercice qui nous a fait beaucoup de bien l'année passée du fait de vos conseils. Je m'adresse particulièrement à nos partenaires. Vos conseils avisés, parfois même vos critiques, nous ont en tout cas fait du bien, nous ont servi dans la conduite de notre action au niveau du gouvernement. Je souhaite qu'il en soit ainsi cette année aussi, de pouvoir bénéficier de vos conseils, de vos remarques et même, pourquoi pas, de vos critiques dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme qui tient à cœur le président de la République, le programme de la Renaissance. Ce programme, je le rappelle, c'est le programme sur la base duquel le président de la République a été élu. Il a été traduit pour son opérationnalisation dans une déclaration de politique générale présentée devant le Parlement le 16 juin 2011 et également traduite dans le plan de développement économique et social qui a été adopté par le gouvernement en août 2012. Alors, en quoi consiste la présentation que je m'en vais faire de manière brève? Comme vous le savez, ce programme dont le gouvernement est chargé de la mise en œuvre s'articule autour de 8 axes qu'il faut rappeler. Je voudrais d'abord m'assurer que tout le monde a entre ses mains ce document intitulé « Bilan des 3 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance ». Et j'espère également dans cet exercice être accompagné par un technicien qui pourra projeter de temps en temps les éléments d'information essentiels pour bien fixer les idées. Donc les 8 axes du programme sont des priorités que je m'en vais rappeler et essayer de faire un point de bilan que vous avez certainement entre vos mains dans le détail. Alors, en ce qui concerne le premier axe qui s'articule, qui est intitulé « Bâtir des institutions démocratiques fortes, crédibles et durables », il s'agit pour le président de la République et pour le gouvernement, effectivement, d'arriver à mettre en place des institutions qui vont nous permettre enfin au Niger d'éviter l'éternel recommencement que nous avons connu les années passées, à savoir l'instabilité politique, où chaque fois on recommence
on recommence tout. Et la succession des dirigeants ne s'est jamais faite de manière démocratique. Avec l'installation de l'ensemble des institutions prévues par notre Constitution et qui fonctionnent bien, normalement, en tout cas depuis ces 3 ans, nous pensons que désormais les conditions sont réunies pour avoir un dispositif institutionnel qui transcende les conjonctures politiques et qui permettra au Niger d'évoluer démocratiquement et de manière stable. Alors c'est ainsi que les actions qui ont été menées au cours de ces 3 dernières années, de mon point de vue, ont permis de constater que la séparation des pouvoirs, qui était un principe fort de la démocratie, elle est assurée, elle est effective. Le dialogue politique fonctionne normalement, il a été instauré avec tout ce que cela comporte en termes de dispositions de consensus national autour de la question électorale, parce que ce dialogue politique est centré principalement sur les questions électorales. Et là, nous nous acheminons vers la mise en place d'un fichier biométrique électoral qui permettra d'organiser les prochaines élections, si Dieu le veut, dans les meilleures conditions. Nous devons pouvoir affirmer également que l'état de droit se consolide et les libertés publiques sont assurées. La liberté de presse est également assurée, ainsi que la liberté d'expression. Et l'État veille à la protection et à la promotion des droits humains. Grâce à une diplomatie dynamique, nous avons réussi à instaurer une coopération au développement au plan bilatéral et multilatéral avantageuse pour notre pays. Au plan de la gouvernance politique, donc, nous devons considérer que notre pays est sur les rails et que les efforts qui nous restent, c'est de consolider toutes ces mesures prises et qui nous ont amené à des résultats, j'allais dire, positifs, et même très positifs. Sur le plan de la gouvernance politique toujours, nous retrouvons la question de sécurité, mais qui fait l'objet d'un axe à part, puisque le lien est très fort entre la gouvernance politique et les questions sécuritaires. Je voudrais dire simplement que, en raison de cette bonne gouvernance politique, nous connaissons depuis ces 3 années un climat de paix et de sécurité effectif. Sur le plan de la gouvernance administrative, je pense que là également les résultats sont bons, puisque conformément à la promesse du président de la République de créer les meilleures conditions de vie et de travail au bénéfice des travailleurs salariés de la fonction publique et même des autres secteurs, nous avons eu des résultats impressionnants sur le plan des avantages salariaux. Et je pense que l'évolution de la masse salariale au cours des 3 années est parlante. Elle a plus que doublé en 3 ans. Elle a presque triplé. Je considère que de ce point de vue, l'engagement du président de la République a été là également tenu.
Il y a également beaucoup de mesures qui ont été prises dans le sens de l'amélioration du service public, d'un meilleur accès donc au service public et du fonctionnement général de l'administration publique. C'est vrai que nous ne sommes pas encore très satisfaits des performances de notre administration publique, mais nous y travaillons de manière méthodique et les résultats sont progressivement enregistrés de manière positive. L'axe 2 que j'avais annoncé tout à l'heure, c'est celui d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. De ce point de vue, je pense que nous n'avons pas à être modestes dans notre langage. Jamais un gouvernement n'a fait autant sur ce plan. Et les résultats, Dieu merci, sont probants. Les résultats sont positifs. C'est que la paix règne, la sécurité est effective. En tout cas, au cours de ces 3 dernières années. Malgré les défis, malgré les menaces qui nous entourent. Et justement, nous sommes conscients de ce que les années à venir, notamment les prochaines années, nous commandent de tenir le cap, de maintenir les efforts et même de les intensifier pour non seulement prévenir ces menaces qui nous entourent, mais aussi pour faire face, le cas échéant, à ces menaces qui ne sont pas loin de nous. Je pense à Boko Haram au sud du pays, je pense à d'autres situations dans les pays qui nous entourent, au nord et à l'ouest, où la situation n'est toujours pas stabilisée. À présent, on peut passer à l'axe 3 sur l'économie. Là, l'engagement du président de la République est de relancer l'économie et promouvoir le développement social à travers des investissements publics. C'est une prescription de notre Constitution en son article 146 qui nous fixe les orientations en matière de politique économique et sociale. Et relancer l'économie, c'est d'abord instaurer une bonne gouvernance économique et là, il s'agit de mettre en œuvre la vision du président de la République qui vise une croissance forte et durable de l'économie. Et tout ceci dans la transparence de la gestion, une gestion assainie des finances publiques. Toutes les mesures qui ont été menées au cours de ces 3 années, en tout cas l'action du gouvernement, s'est inscrite parfaitement dans ce cadre. Voilà pourquoi nous avons fait recours au système de planification de l'économie qui a été réinstauré, nous permettant effectivement, grâce à une planification stratégique, de mieux suivre, de mieux coordonner nos programmes de développement. C'est dans le cadre de cette vision également que la modernisation des finances publiques a été une des actions fortes menées au cours de ces 3 années. Les résultats obtenus sont plutôt encourageants.
plan macroéconomique, nous nous sommes fixés comme cible une croissance moyenne de 7%. Nous sommes en moyenne sur les 3 années à 5,7%. Et ceci à cause des aléas climatiques, puisque sur les 3 années, 2 ont été déficitaires. Et malheureusement, il existe encore un lien très fort entre cette croissance et donc la situation de la campagne agro-pastorale. Sur 3 années, nous avons 2 déficitaires. L'année excédentaire, nous avons enregistré une croissance à 2 chiffres, 11 et quelques %. L'année 2011 qui était déficitaire et l'année 2013, nous avons bien entendu connu un taux très bas, très faible. Et l'enjeu ou le défi, c'est qu'au fur et à mesure que nous avançons, notamment dans notre programme 3e, que nous puissions soustraire notre économie de ces aléas afin de maintenir la stabilité dans l'évolution de notre croissance. Relancer l'économie, c'est aussi au sens du programme du président de la République que nous mettons en œuvre. C'est la diversification de la production minière, de la recherche minière, ainsi que l'appui conséquent au secteur industriel, au secteur des transports, au secteur du commerce, l'amélioration du climat des affaires, le tourisme, même si les conditions sécuritaires de la région n'incitent toujours pas les clients de ce secteur à faire le déplacement du Niger, parce que nous y travaillons. Il s'agit également de promouvoir l'accès aux TIC avec des efforts substantiels en matière de fibre optique pour permettre à notre pays de bénéficier donc des avantages de cette technologie. Si on peut passer rapidement à l'axe 4 qui est consacré à la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3M. Ce programme bien connu de tout le monde, je pense, aujourd'hui, on n'a pas besoin de revenir sur les explications. Il est il entre dans sa vitesse de croisière après 2 années de mise en œuvre. Et son objectif, faut-il le rappeler, est de soustraire les Nigériens des menaces de la faim et de la malnutrition. Et ce, de manière durable. Au cours de ces 2 années, le dispositif institutionnel a été mis en place, à savoir un haut commissariat à l'initiative 3M, une stratégie, un plan d'action et un plan d'investissement prioritaire dont le financement est bouclé depuis la table ronde de Paris. Je dois, de mon point de vue, souligner que ces 2 années nous ont permis d'enregistrer des résultats très positifs en ce qui concerne l'augmentation de la production agro-pastorale, la pêche. Des efforts ont été faits dans le domaine de la transformation, de la conservation, de la commercialisation des produits.
Effort fait également dans le domaine de l'équipement au profit des producteurs. Je crois qu'hier déjà, pas plus tard qu'hier, vous étiez à la cérémonie marquant un vrai tournant dans cette optique de mécanisation du secteur agricole. Nous avons réceptionné un nombre important de tracteurs au profit de nos communes, de nos producteurs. La mise en œuvre du programme 3N nous a également permis de développer en nous-mêmes et avec l'appui de nos partenaires des capacités réelles à faire face aux différents défis alimentaires qui se posent malheureusement de manière chronique dans cet espace du Sahel. Comme je le disais tout à l'heure, pratiquement ces derniers temps, 2 années sur 3 sont déficitaires. Donc la mise en œuvre de cette politique nous a véritablement enseigné le comportement qu'il faut avoir et les capacités qu'il faut développer pour protéger nos populations contre la faim et la malnutrition. Un témoignage à cet égard nous a été décerné par la FAO, qui reconnaît que nous avons 3 ans avant terme atteint une des cibles de l'OMD 1 relative à la faim. Et je crois que c'est un objet de satisfaction. C'était en 2012. L'axe 5 est consacré à l'accès pour tous à l'eau. Ce secteur vital où nous devons, selon les prescriptions du président de la République à travers son programme, nous avons mené beaucoup de réalisations touchant à la réhabilitation et à la construction d'ouvrages aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural et dans le domaine pastoral. Je crois que vous avez des chiffres devant vous qui traduisent ces efforts qui ont été menés pour les 3 années. Et à cela s'ajoute la question de l'assainissement de base, où des efforts également sont en train d'être menés. L'axe 6 vise le développement des infrastructures et de l'énergie par des investissements dans les routes, les pistes rurales, l'électricité et les chemins de fer. Là également, des efforts conséquents ont été déployés pour l'aménagement, la réhabilitation et le bitumage des routes. Le Niger, on peut le dire sans modestie, est un chantier. Et très prochainement, nous pourrons tous dire que nous pouvons bien circuler au Niger. Nous pouvons bien circuler également à partir du Niger en direction des autres pays, parce que beaucoup d'axes sont conçus pour permettre l'accès à tous les pays qui nous entourent. Il y a même un rêve qui se concrétise. Pas plus tard qu'hier, nous avons assisté à l'inauguration ou au lancement des travaux du chemin de fer. Je crois qu'on ne le dira pas assez. Il s'agit bel et bien d'un rêve de plusieurs décennies qui est en train de se concrétiser. Cela va sans doute transformer radicalement la vie des Nigériens. Nous le pensons en tout cas très fortement. En matière d'énergie, là également nous avons beaucoup de défis, mais qui sont en train d'être relevés à travers le renforcement des capacités de la société chargée de
des questions d'électricité, la Nigélec, et également des investissements lourds dans des projets structurants de production d'énergie électrique tels que le barrage de Kentaji, dans sa composante électrique, vous le savez, Salkadamna, le projet Salkadamna pour l'énergie thermique à partir du charbon. Là également, les perspectives sont bonnes, le projet évolue très rapidement. La Sonisha, en termes de renforcement de ses capacités. Notre ambition, l'ambition du président de la République, qui n'est pas une utopie, c'est d'amener le Niger à être exportateur d'électricité. Et dans cette perspective, on est même en train de voir très loin, en mettant en place des mécanismes de réflexion pour la production d'énergie nucléaire, énergie à partir de l'uranium. Nous avons également, toujours dans le secteur de l'énergie, les perspectives, disons, des réalités telles que le pétrole, le gaz, qui font du Niger, en tout cas, un pays en termes d'énergie qui prépare sa transition vers justement le renforcement de son économie par les exportations dans ce secteur. L'axe 7, c'est la promotion du développement social à travers des investissements publics pour améliorer les indicateurs sociaux. C'est là qu'on retrouve les questions de l'école, donc de l'éducation. C'est vrai, c'est l'éducation d'une manière générale. C'est pour nous un très grand défi parce que l'héritage est lourd, très lourd, et nous n'avons pas l'ambition de résoudre, comme par coup de baguette magique, les questions de l'éducation, toutes les questions de l'éducation dans un laps de temps court. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans la durée, à travers des investissements conséquents dans le domaine des infrastructures, des ressources humaines, de l'équipement. Avec l'aide de nos partenaires, nous avons mis en place le programme sectoriel de l'éducation qui nous permettra à un horizon pas très lointain, en tout cas de résoudre l'essentiel des problèmes de l'éducation dans tous ces segments à travers une meilleure gestion et un meilleur pilotage du système éducatif. Beaucoup d'actions ont été entreprises, des forums ont été organisés et les problèmes de l'école sont connus. Ils sont connus et nous, à travers ce programme, les solutions sont programmées, j'allais dire. Au niveau de la santé, autre secteur social vital, là aussi des efforts ont été déployés, d'importants efforts en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, en termes aussi de ressources humaines, ce qui a permis, à l'instar du secteur éducatif, en tout cas, d'améliorer les principaux indicateurs dont je faisais allusion tantôt. Toujours dans ce secteur, nous avons